Bonjour à tous les geeks d'histoire et soyez les bienvenus dans mon concept des questions d'histoire. La semaine dernière, je vous ai demandé de me poser des questions d'histoire en lien avec un thème historique, à savoir le conflit israélo-palestinien, ou juste Israël et la Palestine. Alors si je précise 3 fois que je parle d'histoire sur la chaîne, 4 du coup, c'est parce qu'ici je ne vais pas faire de politique. Je ne vais pas vous dire qui a raison ou qui a tort d'attaquer sur qui que ce soit, non, rien du tout. D'ailleurs, on va faire plus simple, je ne vais pas donner mon avis, pour 2 raisons. La première, c'est parce que je m'efforce dans mes vidéos d'être la personne la plus objective possible, et surtout parce que mon avis n'a pas plus de valeur que le vôtre, ce qui veut dire déjà que je respecte vos opinions, quelles qu'elles soient, et surtout que je ne vais pas vous imposer les... Oh, des lapins! Oh, ils sont trop mignons! Je tourne juste à côté du Cher qui est ici, et comme vous pouvez le voir là-bas, il y a des petits lapins qui sont mignons. Là-bas aussi, il y en a, juste ici, hop, comme vous pouvez le voir. Mais je vais pas trop les embêter, je vais me contourner. Bon désolé, mais je vais devoir tourner juste à côté de l'équipe. Pas que je fasse trop de bruit parce que sinon ça va leur faire peur. C'est des animaux qui stressent très vite les lapins. Ça part en couille cette vidéo, putain. Bon, donc je disais, si j'ai choisi ce conflit, c'est précisément parce que l'objectivité dans le débat sur Israël et la Palestine, elle est partie en grève. À tout jamais, mais elle ne reviendra plus. Avec ma chaîne, je vais, en toute modestie, apporter un peu de science historique dans cette histoire. Je pense que c'est bon, on a établi les bases. D'ailleurs, sans faire exprès, j'ai répondu à la question de Mathis SQ2IJ. Encore une fois, très bonne idée de mettre le mot de passe Wi-Fi dans ton pseudo, enfin bref. En gros, Mathis me demandait si j'étais team Israël ou team Palestine. Bah, tu sauras pas, voilà, c'est pas important. Bref, sur la trentaine de questions que j'ai reçues, parce que j'en ai eu plus d'une trentaine, hein, la vache, toutes super pertinentes d'ailleurs, hein, ça fait super plaisir, j'ai dû faire une grosse sélection. Si votre nom n'apparaît pas dans la vidéo, je ferai sûrement des shorts pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à checker l'activité de la chaîne. Bref, et si on commençait, hein? Heloïd Ginstedt 659 m'a demandé « Les Palestiniens disent être les descendants des Philistins. Est-ce que c'est vrai ?» Comme d'habitude, on va définir les termes du sujet, puis répondre à la question. Les Palestiniens sont un ensemble de populations arabophones vivant dans cet endroit du monde qu'on appelle la Palestine. La Palestine est contrôlée aujourd'hui par 2 entités, l'État palestinien et l'État d'Israël. Les 2 États revendiquent des terres l'un sur l'autre, donc par commodité de langage, je vais appeler cet endroit le territoire de Palestine. Comme ça, il y aura une différence. Donc je disais, les Palestiniens sont des arabophones. Et je précise bien arabophones et pas musulmans, car certains d'entre eux sont chrétiens. Alors certes, ils ne représentent que 10% des Palestiniens, mais voilà, c'est important de préciser qu'ils ne sont pas tous musulmans. En tout, les Palestiniens représentent environ 14 millions de personnes vivant à la fois dans le territoire et surtout en dehors. En effet, plus de la moitié se sont barrés à cause des nombreuses guerres dans la région. On y reviendra plus tard. Officiellement, l'idée d'une nation palestinienne est née en 1898 par un monsieur qui s'appelle Khalil Baïdas. Désolé si je le prononce mal. C'était un philosophe arabe faisant partie du mouvement nationaliste An-Nahda. À cette époque, l'Empire ottoman, l'Empire turc si vous voulez, contrôlait plus de la moitié du bassin méditerranéen. Sauf que les populations vivant sur place, arabes majoritairement, ne veulent plus se considérer comme ottomans, mais bien comme arabes, que ce soit en Égypte, en Syrie ou bien en territoire de Palestine. An-Nahda, ça veut dire l'éveil en arabe. Et Khalil Baïdas, quand il se déclare palestinien, il encourage un éveil des populations du territoire contre les musulmans. Mais comment faire ? Bon, les membres du mouvement ne sont pas tous d'accord. En Syrie, par exemple, ils souhaitent une révolution. Mais au Liban, ils sont majoritairement pour une réforme pacifique. Après tout, les Turcs sont des musulmans. Pas besoin de mener une révolution. On peut s'entendre avec eux et réaliser nos objectifs. Un peu comme ce qui est arrivé à l'Empire d'Autriche-Hongrie, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le sujet. Donc en Palestine, Khalil, il transmet ses opinions via un journal écrit entièrement en arabe, qui s'appelle le Falastin. Et donc, peu à peu, un nationalisme arabe va s'étendre dans la région. Maintenant qu'on a bien défini les termes du sujet, retour à la question. Les Palestiniens se définissent comme les descendants des Philistins. Est-ce que c'est vrai? Alors effectivement, ils se revendiquent être les descendants des Philistins, un peuple originaire de Chypre ayant conquis une partie des territoires de Palestine. Et cette partie qu'ils ont envahie, vous la connaissez très bien, puisqu'il s'agit de la bande de Gaza. D'ailleurs, le mot même Palestine est un dérivé grec du mot Philistin. Mais l'origine des Palestiniens est débattue historiquement. En réalité, les Palestiniens sont plus probablement issus du Moyen-Orient dans son ensemble, plus particulièrement le Liban, la Syrie et la Jordanie. Mais se revendiquer des Philistins, c'est avant tout un message politique anti-israélien. Palestine, c'est le mot choisi comme désignation du territoire par l'empereur Hadrien pour punir les Juifs de s'être révoltés sous son règne. Parce que vous ne connaissez peut-être pas le peuple philistin, mais vous en connaissez forcément un qui a imprégné votre imaginaire. Tous, vous le connaissez tous. Ce Philistin, c'est Goliath, le fameux géant de la Bible. Et qui a vaincu Goliath? David, un juif. Vous avez compris? Voilà. Question suivante.
Quentin Dupont, est-ce que les Juifs qui colonisent la terre d'Israël aujourd'hui sont bien génétiquement les Juifs qui habitaient ces terres il y a des milliers d'années? Les Israéliens sont des citoyens de l'État d'Israël. Ces derniers sont issus de très nombreuses migrations du peuple d'Abraham. On en retrouve avec des origines polonaises, russes, allemandes, américaines ou de l'ancienne Autriche-Hongrie. Alors, qu'est-ce qui a poussé tous ces Juifs à revenir en territoire de Palestine? Eh bien, voici la petite histoire. En 1895, Alfred Dreyfus, un militaire français de confession juive, est reconnu coupable de haute trahison par l'armée française, qui l'accuse d'avoir collaboré avec les Allemands, sans donner plus de preuves. Dreyfus est démis de ses fonctions dans une cérémonie publique. Bon, ça je pense que vous le savez. Mais ce que vous savez un peu moins, c'est que dans la foule, un certain monsieur observe la situation. Et il va changer l'histoire du monde à tout jamais. Parce que ce monsieur, c'est Theodor Herzl. Theodor Herzl, c'est un journaliste juif d'origine autrichienne, qui va, scandalisé par l'événement, écrire un livre qui s'appelle Judenstaat, l'État juif. Dans ce livre, il explique que les juifs du monde entier doivent tous s'unir et rejoindre un territoire. Il propose d'abord d'aller en Argentine, parce qu'il n'y a rien là-bas en Argentine, mais il va surtout insister sur la Palestine, pour y établir une nation juive. Comment compte-t-il s'y rendre? Eh bien, en achetant des terres du territoire palestinien, d'abord pour y cultiver du bétail, et ensuite en installant progressivement les juifs dans ce territoire. C'est ainsi que fut créé le sionisme, le fait de penser que les juifs doivent avoir un État. Alors pourquoi cette idée? Eh bien parce que les juifs, comme je l'ai dit, ils vivent un peu partout dans le monde. Cela est dû majoritairement à des exils, qu'on appelle aussi diaspora. Tout cela a débuté lorsque les Romains ont chassé les juifs de Jérusalem, la capitale de la région de Palestine. Jérusalem, je précise, pas de la région en soi. Les juifs avaient le droit d'y aller, mais juste pas la capitale. Partout où ils allaient, les juifs étaient traités comme des êtres étrangers, vivant en communauté, éloignés des autres. Certains les accusent d'avoir condamné Jésus, ce qui est faux, relisez la Bible s'il vous plaît. Bref, lors de l'épidémie de peste noire, les juifs sont accusés d'empoisonner les pluies et sont contraints de fuir majoritairement en Pologne, pour éviter de se faire massacrer. Alors pourquoi la Pologne? Simplement car elle a été relativement épargnée par la peste, et qu'elle a un profond respect pour le peuple juif. Ouf, une fois en Pologne, les juifs sont tranquilles. Ah mais attends, mais la Pologne elle va se faire démembrer. Ah merde! Donc au XVIIe siècle, la Pologne sera morcelée entre les Prussiens, les Allemands si vous préférez, et l'Empire russe. Les Russes seront très stricts vis-à-vis des Juifs, et en 1882, c'est le drame. L'empereur de Russie, Alexandre III, entame une politique ultra-autoritaire contre le peuple d'Abraham. Subissant des pogroms, des massacres de Juifs, et une répression intense, les Juifs fuient en grande majorité aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Mais une petite minorité de Juifs émigre vers Israël. Ces derniers se disent « bon bah tant qu'à faire, et si on retournait dans notre terre promise ?» On y sera bien, non? Ces derniers seront surnommés plus tard les Amants de Sion. C'est en observant ce mouvement, en parallèle de l'affaire Dreyfus, que Theodor Herzl va fonder l'Organisation sioniste internationale. Ironie de l'histoire, un an plus tard, Khalil Beidas emploiera pour la première fois le mot palestinien. Le hic, c'est que la Palestine à l'époque, donc à l'époque de Theodor Herzl, 1898 donc, c'est un territoire de l'Empire ottoman. Les Juifs pouvaient pas se pointer comme ça et prendre la région. Les Ottomans auraient dit non. Donc il va y aller très progressivement pour faire en sorte que les Juifs puissent s'installer dans la région. En 1909, plus de 60 000 Juifs vivent en Palestine. La grande majorité d'entre eux sont venus par deux vagues de migration, qu'on appelle les Aliyah. Perpétuant l'idée sioniste, les Juifs ont acheté des terres dans la région et ont fondé la ville de Tel Aviv. Ça y est, le sionisme est en marche. D'autant plus que les terres qu'ils achètent sont majoritairement agricoles et servent uniquement à auto-gérer les Juifs. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on parle de colonisation du territoire par les Juifs? En fait, ils sont en train de faire exactement ce qu'ont fait les Grecs 1800 ans plus tôt, c'est-à-dire fonder des colonies autogérées par leur population en encourageant à l'immigration dans ces territoires. La différence avec les Grecs, c'est que contrairement aux Grecs, les Juifs ne veulent pas étendre leur influence partout sur le monde avec leurs colonies. Non, ils veulent juste reprendre le territoire de Palestine parce que, selon eux, il est légitimement juif. Je reviens donc à la question initiale, est-ce que les Juifs qui colonisent la terre d'Israël, aujourd'hui, sont bien génétiquement les Juifs qui habitaient cette terre il y a des milliers d'années? Alors pour répondre à cette question, j'ai un excellent exemple que normalement vous connaissez tous très bien, Albert Einstein. Oui, il est juif si vous ne saviez pas. Juif ashkénaze pour être exact. Ce sont des descendants de juifs ayant fui le territoire de Palestine lorsque le royaume de Babylone a envahi la région. Yo, ça c'est moi du montage. C'était pour vous dire que je me suis trompé sur leurs origines. À la base, j'avais écrit que c'était l'Empire babylonien. Mais non, les Ashkénazes, ils sont partis à l'époque de l'Empire romain.
Voilà, voilà. Ils se sont retrouvés en Europe, particulièrement entre l'Allemagne, la Russie et la Pologne. Alors, je rappelle un truc, on ne peut pas devenir juif comme ça, en se convertissant. En revanche, vos enfants pourront l'être si vous épousez une femme juive. La judéité se transmet par la mère et non pas par le père. Pour répondre à ta question, Quentin, techniquement, oui, les juifs qui sont revenus en territoire de Palestine, eh bien, ils sont des descendants sur des centaines, voire même des milliers de générations de juifs vivant dans la région. Alors certes, il y a quand même 1000 ans qui les séparent, mais les juifs qui sont revenus dans le territoire ont conservé les traditions et les rituels de leurs ancêtres. Génétiquement, par contre, ils sont bien plus proches des populations européennes. D'ailleurs, je vais faire un 2 en 1 pour cette question. Pourquoi les Ashkénazes disent que la Palestine c'est leur terre alors qu'ils sont originaires d'Europe de l'Est? Parce que leurs ancêtres, 2000 ans plus tôt, ils étaient en Palestine, tout simplement. Je l'ai dit, si tu cherches des juifs ayant vécu dans le territoire de Palestine et ne s'étant jamais barrés, eh bien ça existe, c'est ce qu'on appelle les vieux Ishouf. Alors, dans les années 1880, ils étaient environ 20 000. Aujourd'hui, eh bien il n'y en a plus qu'une seule. Une dernière membre, une femme de 86 ans du nom de Marguerite Zinati, vivant seule en Galilée et n'ayant jamais eu d'enfant. Je sais pas si tu t'imagines, le moment où Marguerite nous quittera, un pan entier de l'histoire juive disparaîtra à tout jamais. Question suivante. Alors Jokola m'a demandé pourquoi ce conflit. Cette question rejoint celle de Mer qui me demande en gros quel est l'événement qui a fait que les juifs et les musulmans se sont foutus sur la gueule dans la région. Je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. C'est la faute des Anglais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont eux qui ont décidé du partage de la région à la fin de la Première Guerre mondiale et ont établi que les Juifs auraient droit à un territoire bien à eux, sans prendre en compte les besoins des populations arabes vivant en Palestine. Dans l'absolu, ça dérange pas les Arabes qu'il y ait des Juifs, aucun problème. Non, le souci c'est ce qu'ont fait les Britanniques, et ça je vais le détailler. En 1917, les Britanniques essaient d'envahir l'Empire ottoman, mais ils vont sous-estimer leur résistance. Alors, ils vont chercher par tous les moyens à les défoncer. Et donc, dans leur génie tactique, les Britanniques vont proposer aux Arabes, en particulier au chef religieux Hussein Ben Ali, de rejoindre leur camp. En échange, une fois qu'ils auront gagné, de leur offrir un royaume arabe. C'est pas beau ça? Et en même temps, les Britanniques ils vont voir les Juifs et leur dire « si vous nous soutenez, on va vous donner un État rien que pour vous ». Une fois que les Britanniques, les Français, les Arabes et les Juifs écrasent l'Empire ottoman, eh bien les Anglais se retournent vers leurs alliés et leur déclarent eh ben en fait, on va vous donner une part du gâteau. Les Arabes auront droit à 2 royaumes, l'Irak et la Jordanie, bien sûr sous la dépendance britannique, sinon c'est pas drôle. Et surtout, les Anglais s'emparent de la Palestine pour y créer un foyer national juif qu'on appelle la Palestine mandataire. Est-ce que tu comprends le problème maintenant? Il y a un empire qui en écrase un autre et qui essaie de contenter tout le monde, sauf que les Palestiniens, eux, ont jamais dit qu'ils voulaient partager leur gâteau avec les Juifs. Eux, ils voulaient faire partie d'un royaume arabe. Sérieux, mon vrai? Les Palestiniens sont 3 fois plus nombreux que les Juifs, environ 600 000 musulmans et 70 000 chrétiens, contre un peu moins de 60 000 Juifs. Et pourtant, les Britanniques vont respecter leurs contrats vis-à-vis des Juifs. Ils vont les laisser créer des syndicats, des groupes armés privés et même un gouvernement parlant l'hébreu. Et bien sûr, de nouveaux Juifs vont arriver en masse dans la région. La Palestine en entier devrait être convertie en un foyer national juif, mais qu'un tel foyer ne devrait être fondé qu'en Palestine, dira Winston Churchill. Et c'est là que les deux peuples vont se séparer et ne voudront plus communiquer ensemble. Par ailleurs, Angry Marine m'a demandé, les Juifs ont-ils volé la terre d'origine des Palestiniens pour créer Israël après la Deuxième Guerre mondiale? Alors, d'un point de vue des Palestiniens, oui, absolument. Mais du point de vue des Juifs, c'est leur région d'origine. Et selon l'histoire, c'est les deux. Les deux ont toujours vécu ici. Bon, pour répondre à la question de Jokola, qui a vraiment déclenché ce conflit? Qui est le premier qui a déclaré les hostilités? Parce qu'en soi, les Juifs et les Arabes, c'est pas qu'ils s'entendaient pas à la base, c'est qu'ils vivaient dans leur coin. Mais quand tu leur promets de donner l'indépendance et la liberté aux deux peuples sur le même territoire, forcément ça tourne mal. Et donc, qui a tapé le premier entre les deux? Eh bien, c'est très simple, réfléchis. Il y a un peuple qui vit ici depuis des milliers d'années et qui voit débarquer en masse une population très différente. C'est simple, ce sont les Arabes qui ont attaqué en premier. Le dimanche 4 avril 1920, à Jérusalem, les Arabes, très mécontents de la situation, en vinrent à agresser les populations juives de la ville. On dénombre près de 250 blessés et une dizaine de morts. Ces excès de violence vont durer au total 3 jours, et les autorités britanniques seront, très mal à l'aise. En fait, à ce moment, ils viennent de se rendre compte du giga bordel qu'ils ont créé dans la région. Et malheureusement, ils ne parviendront jamais à répondre à la question. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils finiront par quémander de l'aide à l'ONU pour s'en sortir. Donc voilà, réponse à la question,
Tous coupables, les sionistes qui ne veulent pas partager la terre, les Arabes qui en sont venus à la violence, et les Britanniques qui ont non seulement créé cette situation, mais en plus l'ont tolérée. Question suivante. Volodymyr Koyenski m'a demandé pourquoi cette région du monde est considérée comme la plus sainte comparée aux autres, que ce soit par les 3 religions abrahamiques de l'époque et aussi par les politiciens d'aujourd'hui. Alors, en un seul mot, Volodymyr, Jérusalem. Si cette ville est considérée comme sainte pour les Juifs, c'est parce que s'y trouve le temple de Salomon, un roi très particulier dans la Bible, car il était réputé comme saint, sage et généreux. C'est dans ce temple que fut placée l'Arche d'Alliance, que vous connaissez bien si vous aimez Indiana Jones. Je précise, encore aujourd'hui, on n'a pas retrouvé le temple. Il est très probable que ce ne soit qu'une légende. En revanche, le second temple de Salomon existe, mais il fut détruit par les Romains. Ce lieu est aussi saint pour les musulmans, car il s'y trouve l'esplanade des mosquées, avec la célèbre mosquée d'Al-Aqsa. C'est dans cette mosquée que le prophète Muhammad monta aux cieux avec l'ange Djibril et rencontra Dieu avant de revenir sur terre. Ah, et pour les chrétiens, Jérusalem, c'est la ville où se trouve le tombeau du Christ. Voilà. Après, il y a plein d'autres endroits qui sont extrêmement saints dans la région, que ce soit la montagne de Sion, par exemple, que vous connaissez peut-être, ne serait-ce que le mot Sion, par exemple, voilà, le sionisme, etc. Voilà, cet endroit est une région saine. C'est là où a vécu le Christ, c'est cette région que les Juifs ont reçue en cadeau de Dieu, donc voilà, c'est une région qui a historiquement et spirituellement une importance capitale. Question suivante. Barderex me dit « Qui est le plus légitime de posséder la Terre Sainte ?» Question facile, moi. Allez, on passe à la question suivante. Spatialex me demande quels ont été les différents plans de partition, découpage de la Palestine-Israël avant le départ des Britanniques. Alors, comme je l'ai dit, les Britanniques se sont rendus compte que la situation était très délicate, mais bien trop tard. En 1936 a lieu la grande révolte arabe de la Palestine, avec comme commandant de nombreux leaders spirituels comme Amin al-Husseini. Les Arabes ne supportant plus la domination britannique ni le privilège accordé aux Juifs, une série de guérillas et d'attentats, soutenus par l'Italie fasciste d'ailleurs, va foutre le bordel dans la région. Alors pour calmer la situation, les Anglais se demandent « Mais comment on peut mettre fin à ce conflit ?» Enfin je veux dire, imaginez, on réprime la révolte. Les Arabes, ils seront toujours pas contents. Donc à ce moment, les Britanniques envisagent de nouveaux plans pour refaire la carte de la région. William Lord Peel, un homme politique centriste, propose une partition de la région qui ressemble à ça. Le concept est simple, une très grande majorité du territoire revient aux Arabes et le nord revient aux Juifs. Ah, et Jérusalem devient un territoire neutre contrôlé par les Anglais. Ça vous va les Juifs ? Vous êtes tranquilles, vous êtes contents? Ah, non, ils sont pas contents. Ah merde. Bon, bien sûr, les Arabes sont contents, mais les Juifs, quand ils découvrent le plan, ils leur crachent à la gueule. C'est littéralement une blague. Comment les sionistes pourraient accepter un plan pareil? Non mais, regardez quoi, ils sont juste tout en haut du territoire. Et puis c'est tout, quoi. Genre, le reste, c'est pas eux, surtout pas Jérusalem, quoi, mon Dieu. Surtout que bon, certes, les Arabes sont très résistants, mais l'Empire britannique est largement capable de soumettre qui il désire. La preuve, l'Irak est soumise à l'Angleterre. Au final, le plan Peel sera abandonné, et les Britanniques vont trouver un autre moyen de mettre fin au conflit. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'interdire l'immigration juive en territoire de Palestine. Alors les Arabes, ça vous va? Ça vous plaît les mecs? Enfin, si ça vous plaît pas, on peut en refaire un autre, hein, c'est... Ah, vous kiffez? Bon, bah super. Donc c'est acté, il n'y aura désormais quasiment plus de Juifs qui rentreront en Palestine. Et les Arabes acceptent. Après tout, ça les dérange pas du tout que de vivre avec des Juifs. Les Anglais vont mettre progressivement en place un plan pour que la Palestine soit gérée à la fois par les Juifs et par les Arabes. Et là aussi ça marche. Le problème, c'est que la Seconde Guerre mondiale arrive juste après et va foutre la merde. Je sais pas si vous vous souvenez de Amin al-Husseini, vous savez, le gars qui a mené la révolte arabe là. En fait, il s'est allié avec un mec que les Juifs aiment pas trop. Vous demanderez de qui il s'agit. Alors attendez, j'ai oublié. Je crois que j'ai une photo que j'ai foutue juste ici. Arrête, c'est trop. La vie de ma mère, c'est un rat. Oh lololololo, oh putain. Donc pour revenir à la question, en tout, il y a eu une dizaine de propositions de partage de la Palestine avant que les Anglais ne se barrent. Dans l'ordre, on a le partage de la région entre Français et Britanniques qui viennent de l'accord Sykes-Picot, j'en parlerai juste après. Ensuite, on a le plan de l'organisation sioniste qui donne tout le territoire aux Juifs, plus un petit bout de la Syrie.
Ce plan date de 1919. Le plan Peel, que je vous ai déjà présenté, qui est très favorable aux... Ensuite, on a des propositions de plans pour un État binational. Ces plans prévoyaient, entre autres, une administration mixte entre juifs et arabes. Alors ça aurait pu marcher si la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas eu lieu. A noter qu'en 1939, une grosse portion des Juifs était d'accord avec l'idée qu'il fallait avoir un État binational. Même les Arabes, en fait, n'y voyaient pas d'inconvénient. Le souci, c'est qu'après la guerre, il y a eu l'Holocauste. L'immigration juive a explosé, et ça a énervé les nationalistes arabes. En fait, ce qu'il faut retenir de tous ces plans, c'est que, globalement, soit ils étaient favorables aux deux camps, mais du coup, il suffisait que l'équilibre entre les deux se brise et bim, tout est foiré, soit ils étaient très favorables à un camp plus que l'autre, et donc ça ne pouvait pas fonctionner. Question suivante. Nous avons Louis C. qui me demande « Tiens, quand a été créé le Hamas ?» Les conditions qui ont poussé à sa création et son impact sur la scène internationale. Le Hamas est une organisation politique militaire palestinienne, plus précisément de la région de Gaza. Ils sont islamistes, pratiquant un islam sunnite radical et se présentent comme des libérateurs de la Palestine. Mais dans les faits, c'est une organisation terroriste qui commet des enlèvements, des meurtres, des tortures et des viols contre tous ceux qui s'opposent à eux. Récemment, ils ont fait parler d'eux à l'international en organisant l'attaque du 7 octobre contre Israël, qui, pour résumer, consiste à plusieurs offensives au-delà de la région de Gaza, du meurtre de plus de 1200 Israéliens et surtout l'enlèvement de 250 d'entre eux. Ce sont eux qui contrôlent la bande de Gaza, et ce depuis l'élection palestinienne de 2007. Depuis, il n'y en a plus eu aucune. Et ce sont les maîtres de la région. Mais comment ils font pour tenir alors? C'est quoi leur impact international? Eh bien parce qu'ils ont deux énormes alliés logistiques. L'Iran, État musulman qui considère Israël comme le mal incarné, et le Qatar qui accueille la plupart des dirigeants du Hamas pour les protéger. A noter d'ailleurs que le Hamas, c'est une des organisations terroristes les plus riches au monde. C'est ouf quand même. Donc, retour à la question, quand le Hamas a-t-il été créé et dans quel contexte? Le Hamas a été créé en 1987. À cette époque, Israël contrôlait la région de Gaza et la Cisjordanie. Les Palestiniens n'en peuvent plus et se soulèvent contre Israël. C'est ce qu'on appelle la première intifada. Et à cette période, un groupe d'islamistes radicaux, les Frères musulmans, vont créer une branche militaire et politique spécialement dédiée à la Palestine, le Hamas. Hamas est un acronyme de Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya, ce qui signifie le mouvement de résistance islamique. Excusez-moi pour ma prononciation de l'arabe, je ne suis pas la meilleure personne pour faire ça. Leurs objectifs sont très simples, faire le djihad à Israël, c'est-à-dire se battre jusqu'à ce que leur liberté soit acquise. Et pour eux, la liberté, c'est la libération du peuple palestinien. Et pour y arriver, ils sont prêts à utiliser tous les moyens possibles, y compris, comme c'est indiqué dans la charte du Hamas, tuer des juifs. En même temps, ça n'étonne personne. J'ai envie de dire, à la base, le Hamas a été fondé en 87, pendant la première intifada, comme je l'ai dit. Donc d'un point de vue de la population palestinienne, le Hamas est vu comme un frère d'armes qui nous aide à combattre les Israéliens. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce que l'Égypte ne permet pas aux citoyens de Gaza de fuir les horreurs de la guerre, eh bien c'est parce qu'ils ont très peur que des soldats du Hamas pénètrent les frontières. Le Hamas est une cellule des frères musulmans. Je le précise, l'Égypte déteste les frères musulmans, et donc le Hamas aussi. Précisément car ils veulent depuis toujours renverser le pouvoir là-bas. Et ils l'ont obtenu d'ailleurs de manière libérale et démocratique, jusqu'à ce que l'armée égyptienne les déloge. Question suivante. Surprise m'a demandé quelle est la doctrine diplomatique, économique et militaire de la France sur ce conflit du début à aujourd'hui. Tu veux que je te donne un fait que tu retiendras? On a permis à Israël d'avoir l'arme nucléaire. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, retour en arrière. Bon déjà, il faut expliquer un truc, c'est le rapport entre les Juifs et la France. C'est un passé qui est très tendu. Pendant la peste noire, de nombreuses communautés ont été massacrées dans le royaume de France, notamment à Mayence. Le roi de l'époque, Philippe VI, a fait condamner de nombreux Juifs après des procès très douteux sur la simple base que ces gens-là étaient soi-disant des fauteurs de troubles qui empoisonnent les pluies. Saint-Louis fera aussi porter aux Juifs l'étoile de David pour bien les écarter de la société. Il faut attendre la Révolution française et l'arrivée de Napoléon Bonaparte pour que les Juifs puissent enfin respirer un petit peu en France. Napoléon a fait décréter en 1806 que les Juifs peuvent pratiquer librement leur religion et que tout acte de discrimination envers eux sera puni par la loi. Pas mal, non? C'est français. Concernant l'opinion française sur la création du sionisme, le pays s'en fout un peu. Bon, les Français ont soutenu les forces juives pendant la Première Guerre mondiale, mais c'était juste pour qu'ils combattent contre les musulmans, rien de plus. En 1916, la France a signé avec les Britanniques les accords Sykes-Picot, un accord secret entre les deux puissances, stipulant qu'ils allaient se partager l'ancien empire ottoman. Les Français écopent du Kurdistan, de la Syrie et du Liban, tandis que les Anglais prennent l'Irak, la Jordanie,
et la Palestine. Encore une fois, les Français s'en foutent un petit peu de ce qui se passe en Palestine. C'est aux Britanniques de gérer ça, c'est pas notre problème. Non, les rapports entre la France et le peuple juif va changer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France ressent un très grand sentiment de culpabilité pour avoir participé à la solution finale et avoir envoyé les Juifs français dans des camps d'extermination, notamment Auschwitz. Donc le pays, un peu pour expier ses péchés, va largement soutenir l'idée que les Juifs devraient avoir un État. Mais pas seulement. Le pays va aussi permettre à de nombreux Juifs ayant survécu à l'Holocauste de se rendre en Palestine, alors sous contrôle britannique. C'était totalement illégal car les Anglais ont restreint l'accès aux Juifs à la région, justement. La France armera aussi, toujours en secret, l'Haganah, une force paramilitaire juive présente en Palestine, qui, à cette époque-là, était en guerre ouverte contre les Britanniques pour obtenir leur indépendance. Ouais, le pays a largement aidé à la construction du futur État d'Israël. On dirait pas comme ça, hein. Pour continuer, l'État juif va aussi influencer la France, en soutenant des associations comme le CRIF par exemple, un ancien mouvement de résistants juifs pendant la guerre, qui est devenu une association qui soutient le peuple et la religion juive dans son ensemble. Pour vous dire, la France, c'est le premier pays européen à se prononcer pour la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est un symbole fort quand même. Le truc, c'est que concernant Israël et la Palestine, la France va jouer sur les deux tableaux. Le pays possède une forte communauté musulmane dans ses colonies et souhaite apaiser la situation, de peur qu'une guerre généralisée entre Israël et la Palestine ne se déclenche par leur faute, et surtout entre Israël et les autres pays arabes. La France va ainsi voter en faveur de l'indépendance d'Israël en 1947. Sauf que, bon, parfois, quand on est dans l'entre-deux, on est obligé de fermer les yeux sur pas mal de choses. En 1948, le comte Bernadotte de Suède, qui a négocié la libération de 15 000 juifs aux nazis, et le colonel français André Sereau sont assassinés par des terroristes juifs. Pourquoi ? Parce que c'était les médiateurs de l'ONU. Ce qu'on dit généralement d'un point de vue historiographique, c'est qu'il y avait les trois France. Alors, les trois France et la nécessité ou pas de se rapprocher avec Israël. En fait, ce qu'on entendait par cette expression de trois France, c'était d'abord une France humaniste qui, effectivement, avait le souvenir de la Shoah, de la résistance, voulait aider le mouvement sioniste à créer cet État. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait la France catholique. Certains, en tout cas, voulaient des gages de la part du nouvel État d'Israël pour la protection de ces lieux et même pour des dédommagements par rapport à des destructions qui avaient eu lieu pendant la guerre d'indépendance. Et puis le dernier point, c'est la tendance plus réaliste, c'est ce qu'on a appelé la France qui promouvait la puissance méditerranéenne. Et quand on parle de la 4e République et des relations avec Israël, il faut d'ailleurs absolument avoir le Maghreb en tête et le facteur algérien. Pendant la période de la 4e République, la France ne signera aucun accord diplomatique avec Israël, pour justement préserver sa soi-disant neutralité. Mais dans les faits, elle va largement armer le pays israélien, en leur vendant des avions d'assaut Mystère, notamment le Dassault Mystère 3, ou en leur vendant des chars comme le AMX-13. En 1956, un événement va renforcer les liens entre la France et Israël, la crise du canal de Suez. À cette époque, le président de l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, fait nationaliser le canal de Suez. En apprenant la nouvelle, la France et l'Angleterre sont très énervés, car ce sont eux qui ont construit le canal et en étaient le plus bénéficiaires. Là, s'ils veulent passer, ils sont obligés de payer une taxe à l'Égypte. Alors les deux pays vont se rapprocher d'Israël, dans le protocole de Sèvres, un rapprochement secret, et vont organiser une contre-attaque. Et c'est ce qu'ils vont faire. Israël va lancer une grande attaque contre l'Égypte et vont détruire son armée. L'Égypte se fait laminer par Israël, mais l'URSS et les États-Unis interviennent et demandent d'arrêter les hostilités. On est en pleine guerre froide, je le rappelle. Bon, la France et l'Angleterre ont peur que leurs alliances avec Israël soient mises publiques et décident de renoncer à récupérer le canal. Et Israël retourne à ses frontières. C'est là que ça devient intéressant. La France, comprenant qu'Israël est un allié stratégique dans le Moyen-Orient, va fournir encore plus d'armes à Israël et surtout l'aider à construire un réacteur nucléaire. Les deux pays vont tenir tout ça secret, bien sûr. Israël maintiendra un grand flou sur ses capacités de produire des armes et la France ne captera rien du tout. Une expression qu'on emploie souvent pour définir leur relation à cette époque, c'est la lune de miel entre Paris et Tel Aviv. Alors, en vérité, c'est pas tout à fait ça, c'est surtout de gros complices. Jusque dans les années 60. À cette époque, deux événements vont changer la donne entre la France et Israël. Le premier, c'est le retrait de la France en Algérie. Le deuxième, c'est l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Les deux sont intimement liés. Quand la France combattait les indépendantistes algériens, elle ne pouvait pas se montrer comme une nation soutenant les nationalistes arabes, puisqu'elle en combattait. Maintenant que la guerre est finie en Algérie, ils peuvent se présenter et dire « Ah non, mais en fait on kiffe les Arabes, c'est nos srapotos ». Et quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il a un maître mot. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
l'Algérie aux Algériens, la France aux Français et la Palestine aux Palestiniens. J'ai réussi à caler ces 3 phrases qui normalement se détestent et qui sont prononcées par des gens qui se détestent de manière cohérente. Je suis fier de moi. Donc bon, les relations se tendent entre Tel Aviv et Paris. Ils finirent par ne plus du tout s'entendre en 1967. À ce moment-là, Israël déclenche la guerre des 6 jours pour riposter contre les Égyptiens et les Syriens. Guerre qui va durer 6 jours donc, et qui verra la défaite totale de l'Égypte, perdant le contrôle de la région du Sinaï. Bon, les motivations pour Israël sont plutôt simples. L'Égypte a bloqué l'un des principaux ports d'Israël, et les Syriens, ils ont contourné un de leurs canaux. Mais du point de vue de la France, qui veut défendre les intérêts arabes, c'est une agression. Et à partir de là, la France condamne Israël et leur tourne le dos. Bon, en vrai, c'est jamais aussi simple. Ils conservent des liens commerciaux et le pays continue d'armer Israël. Mais il y a une vraie rupture diplomatique. Dans les décennies qui suivent, la France mettra tout en œuvre pour reconnaître l'État palestinien. Le plus grand fait d'armes de la France, c'est son soutien à Yasser al-Arafat, nouvel homme fort de l'indépendance en Palestine. Bon d'accord, Yasser al-Arafat est un terroriste qui a organisé de nombreux attentats contre Israël, notamment les attentats des JO de Munich. Mais avec le temps, il s'est calmé. Il veut plus faire la guerre. Gentil Yasser, gentil. Dans les années 90 ont lieu les accords d'Oslo. Israël et la Palestine parviennent enfin à s'entendre et ne plus se foutre sur la gueule. Le monde il est joli, le monde il est beau. Bref, les années 90, tout va bien. Puis vint le 21e siècle, avec le début des tensions entre la France et la Palestine. À cette époque a lieu la seconde Intifada, une série de violences contre les Israéliens qui durera 5 ans. Au même moment, le Premier ministre français, Lionel Jospin, critique le Hezbollah, mouvement indépendantiste et terroriste du Moyen-Orient, proche du Hamas. Et le peuple palestinien lui jette des pierres sur la gueule pour avoir critiqué le Hezbollah. Il doit donc rentrer chez lui en toute urgence. Donc, la guerre entre la Palestine et Israël reprend. La France observe de son point de vue la dégradation des relations entre les deux peuples de la Palestine. Et ils se rendent compte que là où les Anglais ont échoué 60 ans plus tôt, l'ONU a échoué aussi. C'est horrible, vraiment. Depuis lors, la France a renforcé ses liens diplomatiques avec les Israéliens, tournant peu à peu le dos aux Palestiniens. Faut dire que la bande de Gaza et la Cisjordanie sont truffées de terroristes islamistes, comme le Hamas, qui a juré la mort de tous les Juifs, et le Fatah, un autre mouvement terroriste qui contrôle la Cisjordanie. Et donc, qu'en pense la France aujourd'hui, l'État français, la diplomatie? Eh bien, elle assiste passivement à la guerre totale et au déchirement entre les deux nations. Alors certes, elle participe à l'envoi de denrées humanitaires dans la région de Gaza, elle va parfois s'en prendre au Premier ministre Benyamin Netanyahou, comme ce qu'on a vu récemment avec Emmanuel Macron, qui rappelle à Netanyahou que l'Israël a été créé par l'ONU, voilà, mais ça va pas plus loin. La doctrine de la France, en fait, c'est on observe, on regarde le monde brûler, parce qu'on ne peut rien y faire. Juste avant de conclure, je voulais vous dire que le prochain Question d'Histoire aura lieu non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Voilà, ce sera la guerre de sécession. Et les élections américaines dans pas longtemps, je veux pas louper ça. Bon, on conclut. Si j'ai voulu prendre le point de vue de la France en guise de dernier sujet, c'est pour une bonne raison. S'intéresser au conflit israélo-palestinien, notre point de vue à nous, Français, c'est comme observer un miroir de notre société. Une société déchirée par des conflits idéologiques et religieux. En fait, quand on regarde de près, tous les camps ont commis des horreurs, et ce, en dépit des civils, peu importe qu'ils soient juifs, arabes, ou même n'ayant rien à voir avec tout ça. On le voit bien aujourd'hui, Israël ne cherche même plus un prétexte pour attaquer la bande de Gaza, ou le Liban, au moment où j'écris cette vidéo. Pareil pour le Hamas, qui tiennent en otage les civils israéliens juste pour faire souffrir Israël. Mais je voulais quand même rebondir sur une dernière question avant de vous laisser. Une question qui est très légitime quand on regarde la situation. C'est Bob the Sky qui me demande: est-ce que le conflit pourra se terminer un jour dans la situation actuelle, ou risque-t-il de s'étendre dans d'autres pays riverains? Je pourrais vous rassurer et vous dire que le Hamas pourrait céder à toutes les demandes d'Israël, mais le conflit s'étend déjà vers d'autres pays. Le Liban, la Syrie et bientôt l'Iran. Qui ne nous dit pas que ça va péter au-delà? La Russie a des ingénieurs en Iran pour les aider à avoir l'arme nucléaire. Si les Israéliens les tuent, les Russes vont peut-être avoir envie de se venger, et les Israéliens vont donc se venger contre eux. Eh oui. Ce n'est pas à nous, à notre petite échelle, de changer la donne d'un conflit vieux d'un siècle. De toute manière, je ne peux pas vous donner mon avis non plus, ce serait contraire à ma déontologie. Par contre, j'avais envie de vous partager un discours, en guise de fin de vidéo. D'habitude, je vous partage une réplique d'un héros américain, de fiction. Mais aujourd'hui, je vais vous partager la réplique d'un homme politique français bien réel. Écoutez jusqu'au bout, ça vous fera bien réfléchir. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Questions d'Histoire sur la guerre de sécession. Bonne soirée tout le monde. Face à l'horreur du 7 octobre, il y a aujourd'hui le sentiment d'une menace existentielle. Et les bombardements que nous voyons sur Gaza ne laissent que peu d'espoir à la plupart des populations civiles
de Gaza. Le Hamas nous a tendu un piège. Et ce piège, c'est celui de l'horreur maximale, de la cruauté maximale. Et c'est donc le risque d'un engrenage du militarisme. C'est davantage d'interventions militaires, comme si on pouvait, avec des armées, régler un problème aussi grave que la question palestinienne. C'est vrai que vous êtes dans un jeu de cause et d'effet. Dans la chaîne des causalités, face au tragique de l'histoire, on ne peut pas prendre cette grille d'analyse, tout simplement parce qu'on n'en sort pas. Tout ce chemin qui a été fait vers une tentative de stabilisation du Moyen-Orient, tout ça, du jour au lendemain, peut mourir. Ni la voix des États-Unis, ni la voix de l'ex-Union soviétique n'a le poids. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il est essentiel de ne se couper de personne sur la scène internationale. Y compris des Russes? Tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'usage de la force efficace sans stratégie politique.